Salut à tous, épisode 9 avec les Chicago Bulls. On est à la fois à un moment très très important de la saison puisqu'on est quand même dans une finale de conférence face aux Boston Celtics. Et puis, mis à part le fait de terminer cette saison, on va aussi s'intéresser à une intersaison que j'ai voulu totalement folle. Je pense que vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Et puis après on fignolera nos préparatifs pour la saison qui va démarrer 2019-2020. Bon, on était donc à 1-0 pour les Bulls. J'ai fait quelques petits réglages de difficulté supérieure en fait pour l'utilisateur. Donc il y a moyen d'aller régler ça parce que quelque part je voulais si je gagnais face aux Celtics, ça y est en finale NBA. Aller en finale NBA la première année, honnêtement, je veux bien que ça attende un peu en fait. Voilà, pour être franc. Alors là, on voit qu'on a quand même une balle de match au match 2. Oh là 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 là. Ça a été très très serré. On va aller en prolongation. On a été à 2 doigts de mener 2 victoires à 0 là. Ça aurait été assez prodigieux. Carter s'est ouvert. Et c'est dedans. Donc on est un petit peu devant ces Celtics. On est même maintenant 3 points devant. Il reste 1 minute 30. Balle à Tatum qui va magnifiquement nous planter le 3 points de l'égalisation. Dans la foulée, ah là là, le contre du vilain Williams là. Ce gros vilain rookie. Derrière, c'est sanctionné bien sûr. Les contre-attaques, dès qu'on monte le niveau superstar et au-delà, les contre-attaques elles font mouche de la part de l'IA, donc bon, très bien. En plus, on se fait siffler des fautes sur écran illégales qu'on se faisait pas siffler avant, bref. Donc on n'est pas en grande situation pour l'emporter. Voilà, ça va être perdu, hein. Très vraisemblablement, même si on peut encore quand même tenter un dernier shoot. Non, voilà, ça ne veut pas trop. Allez, Markkanen. Ah, il y a peut-être encore un espoir, puisque si on revient à 3 points et qu'on fait une interception derrière, c'est pas fini l'histoire. Mais j'ai pas réussi à intercepter. Kyrie Irving va assurer le coup. On voit d'ailleurs qu'il fait un match pas vilain. Hein. En 4 fois 5 minutes, planté 18 points, ça va. On va voir qu'en extrapolé, ce sera assez copieux. Donc bon, pas mal, hein. Pourtant on a été bon au rebond offensif notamment, on a juste été maladroit au shoot en fait, c'est plus ça hein, le souci. 42 points pour Irving, 34 pour Brown, bon, très bien. On est à 1 partout, alors que de l'autre côté, à l'ouest, les Warriors pendant ce temps-là ont surclassé les Nuggets, ils mènent 2 victoires à 0, somme toute assez logique. Dans la foulée, un match 3 qui est perdu, on est donc mené 2 victoires à 1. On continue à simcaster un peu. Ça ne prend pas un très bon chemin. Ah là là. Égalité, 11 secondes. Ça se défend, moi je dis que ça se défend. En plus, shoot raté, allez, temps mort, non. Pas temps mort, waouh. On a tenté. Le truc est le buzzer beater de Markkanen. Attends, on va quand même regarder. Zut, visiblement il y a un problème d'horloge. Dommage, hein. Dommage s'il n'est pas accordé celui-là. Et effectivement, on est à 0.0 et le ballon touche encore très légèrement la main de Markkanen. Le panier est donc logiquement refusé. Bon, no basket. Ok, on a compris. Va falloir se taper une prolongation encore une fois. Donc, dans cette prolongation, Jaylen Brown, très en forme. Pour être très précis, très jolie interception de Den. Hein. Pour être très précis, cette partie, elle a été démarrée presque au tout début quand j'ai eu le jeu. Hein. Donc, allez, je dirais, je l'ai eu vers le 10 septembre. Ça nous ferait, elle a dû être démarrée vers le 20, quoi. 15-20, j'ai démarré cette partie-là. C'est la même base de partie que celle des Spurs. En fait, hein. Vous voyez ma série avec les Spurs. Au début, j'ai, le plus longtemps possible en tout cas, mené les deux frontales, même si je le faisais pas apparaître dans mes vidéos. Et puis, pourquoi je dis ça ?
c'est parce que la conséquence... Alors que là, il y a une super ballon. Oh là là, quelle interception de Dunn encore une fois. La conséquence de ça, c'est que les évaluations des joueurs aux environs du 20 septembre n'étaient pas les mêmes que celles actuelles si vous démarrez une partie. Alors, on voit que là, on termine avec pim pam poum. Hein, il n'y a plus Dunn. Il y a aussi deux autres joueurs, je sais plus exactement, mais qui se sont fait exclure. Bref, on est Lavine, pardon. Lavine aussi, je crois, il s'est pris 6 fautes. Enfin bon, bref. Ah non, il est rentré, mais je sais pas pourquoi Liam l'avait sorti. Enfin, c'est des trucs bizarres. De toute façon, dès que vous rentrez dans un simcast, tout de suite aller voir remplacement parce que on sait pas trop ce qui se passe. Bref. -2, ils vont nous faire rentrer Robin Lopez. Hein, je sens venir le truc. Et donc cette partie, donc, elle est sur les bases des notes des joueurs aux environs de la mi-septembre. Donc, finalement, avant que la saison démarre. Et avant que la saison démarre, Jaylen Brown, il était resté sur des playoffs sensationnels. Alors qu'on voit qu'on a arraché ce match. C'est quand même assez flatteur. On est au moins allé chercher ce match 4. On égalise à 2-2. Donc, Jaylen Brown, en fait, il est très fort. Voilà. Tout ça a été, toute mon explication est liée à ce carton fait par Jaylen Brown au match précédent, là où il avait fait 34 points, etc. Il est très très fort, hein. Si on voyait son overall, je crois qu'il est aux alentours de 86 vers là. Ben oui, c'est normal, en fait, quelque part, parce que Jaylen Brown, il a terminé la saison passée à un niveau incroyable. Lui, Tatum, même un Terry Rozier. Et là, d'ailleurs, je commets un petit péché de non-respect dans ce début de match 5. J'ai laissé Smart ouvert, c'était volontaire en fait. Je me suis dit, je préfère que l'IA passe la balle à Smart et qu'il tente un 3 points parce que je sais que Smart n'est pas très adroit. Bah tiens, manque de peau, bam, prends-toi-le. Donc voilà. Donc dans ce match 5, je l'ai joué, hein, celui-là je l'ai pas simcasté. Je l'ai joué parce que le match 5, quand on est à 2-2, c'est vraiment le match presque le plus important. L'équipe en général qui va faire 3-2, elle va aller au bout. Alors on voit que ce début il est vraiment à l'avantage des Celtics, même si on essaye de résister comme on peut, mais voilà, par exemple quand Lavine occupe le poste 1 à un certain moment, sur des sorties d'écran, il a tendance à se faire totalement possédé par Irving qui a du coup des shoots ouverts. La Smart nous aligne un deuxième 3 points dans ce match. Encore une fois, j'avais un petit peu laissé l'espace, je m'étais dit bon, le mec en met 1, il va pas en mettre 2. Si, pas de problème. Donc bon, délicat, on est mené, même si la Holiday va nous planter un 3 points fort précieux. Vous voyez par exemple, on rate des shoots ouverts. C'est un peu embarrassant. Parce qu'en face, ça rate pas grand chose. Et puis, surtout, l'IA a l'intelligence de filer la balle à Kyrie Irving. Et lui, il nous termine le truc. On a fait quand même 5 sur 17 à 3 points, c'est pauvre. C'est assez pauvre, hein. Je pense que c'est là qu'on perd le match. On le perd un peu sur l'adresse, celui-là. Donc bon, et puis en plus, il y a un Irving en face qui continue avec des scores juste incroyables. Enfin, c'est Kyrie Irving, hein. Pour moi, c'est pas cheaté, hein. Le mec est capable, hein, d'aligner 2-3 matchs à plus de 40 points dans une série de playoffs, ça me choque pas du tout. Ce qui me choque plus, c'est les alley-oop. Ce qui me choque plus, c'est alley-oop pour Irving qui va mettre le bras 30 cm au-dessus de l'anneau pour volleyer la balle. Ça déjà, c'est un petit peu plus limite, mais bon, ça va, c'est un petit truc de touquet. Donc match 4, on est au Garden et on avait plutôt pris le score au départ, même si après ça revient. Et puis voilà, Smart qui poste Lavine assez facilement, Kyrie Irving qui commence à chauffer. On arrive vers la fin du troisième, enfin dans le milieu de troisième quart-temps, là c'est le moment où ça peut commencer à faire des écarts. Heureusement, voilà, un très très bon pick and pop entre Dunn et l'ami Carter. Voilà, c'est Lavine peut-être, je ne sais plus, le porteur de balle. Bref, c'est très serré. Très serré. On arrive en quatrième quart-temps, c'est encore très très serré.
Là, il y a... Ah, pauvre de nous. Il y a un rebond offensif là qui fait mal. Mais il fait trop mal celui-là. Surtout qu'il y a plus un. Il y a aimé le panier avec la faute. Donc c'est vraiment horrible. Dans la foulée, Irving, imprenable. Hein, imprenable. Même avec du Chris Dunn sur le dos. Hein. Faut là encore progresser en défense, mon ami. On fait tout ce qu'on peut. Même si c'est pas évident. Allez, voilà, du stop défensif. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à aligner dans la foulée? Je vais aller plutôt essayer de poser la balle, tant pis, pour ne pas tenter 3 points qui pourraient sonner le glas. Et puis dans la foulée, malheureusement, on aura raté une ou deux possessions et on va être obligé d'envoyer Kyrie Irving sur la ligne des lancers. Et on sait qu'il ne rate pas beaucoup à cet endroit-là. Aïe, délicat. J'ai tenté vite le catch and shoot pour gagner du temps là, avec Markkanen, il rate. On renvoie Irving sur la ligne. Irving qui fait un match encore plus sensationnel que le précédent. Bon, et ben voilà. On est éliminé, encore avec une pauvre adresse à 3 points. C'est vraiment le truc qui nous aura plombé. Il va falloir faire travailler l'équipe à 3 points. 58 points de Kyrie Irving. Ouais. Alors c'est vrai que, honnêtement, tant qu'à être éliminé, ça ne me dérange pas que ce soit face aux Celtics, équipe que je trouve légitime pour aller en finale contre les Warriors, c'est tout à fait plausible, même si les Celtics rencontrent des difficultés. Mais la saison régulière n'est pas les playoffs, hein, donc il faut pas tout confondre. Et donc, tant qu'à être éliminé par les Celtics, moi, s'il y a des cartons de Kyrie Irving, qui est un de mes joueurs préférés, bah, quelque part, je suis pas forcément triste. Je trouve qu'il y a une certaine logique. Hein, encore une fois, je vous le dis, j'aurais pas trop adoré même aller en finale NBA. Là, je trouve que cette équipe, elle doit être développée. C'est un peu le sens de cette partie. Si on gagne tout de suite avec les Bulls, ou si je me donne les moyens de gagner trop vite, bah, on passera à côté de quelque chose. Alors qu'en fait, c'est une équipe qui doit être développée. Il y a quelques années, normalement, avant d'arriver à un niveau... alors que là, on voit une flagrante en match 1 de la finale, on voit une flagrante de Draymond Green. Je me suis amusé un petit peu à jouer ce premier match, je l'ai joué avec les Warriors. Parce que je voulais sentir un petit peu, j'avais jamais joué avec tout ce qu'on connaît, plus des Marcus Cousins. Et puis Curry, ah ouais, c'est sûr que Curry, manette en main, c'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt sympa, à tel point qu'on leur a mis une tôle. Je me suis fait plaisir. Hein. Sur les 35 shoots que je prends dans ce match-là, il y en a 20 à 3 points. Je me suis dit, allez, tiens, on va s'amuser. Bah oui, effectivement, c'est très amusant de jouer avec les Warriors. C'est pas bien difficile non plus, d'ailleurs, hein, faut pas se mentir. Du coup, pour la suite, je me suis amusé, par contre, à prendre les Celtics. En disant, bon, en plus, les Celtics, c'est une équipe avec laquelle j'ai une petite habitude de jeu, puisque j'ai aussi une série avec Celtics contre Lakers. Donc Celtics, j'ai l'habitude de jouer, je connais les systèmes. Je me suis dit, allez les gars, tu tentes, c'est amusant. Après tout, une finale NBA. Puis en plus, il y a un gros défi. Ouais, bah d'accord, le défi, hein, on a compris. Match 2, je prends une tôle totale. C'est le blowout le plus complet, c'est là. C'est comme dit quelqu'un que j'adore, comme dit Blight dans ses commentaires parfois, c'est le suicide généralisé du côté d'ESPN et des bureaux de la NBA, quoi. Parce que une finale aussi déséquilibrée, c'est pas bon pour l'audience, et puis surtout il y a intérêt à ce qu'il y ait plutôt 5, 6, 7 matchs plutôt que 4, quoi. Et puis là on prend le chemin des 4, ça fait très mal. Bon bref, voilà, match 3, on a compris, on a résisté un peu plus, c'est déjà ça le côté positif, mais en face, bon, ils n'ont pas eu à beaucoup forcer. Voilà, avec du très grand DeMarcus Cousins à 49 et 27. Waouh. Bon, bref. Équation insoluble, hein, on le voit. Alors, pas si insoluble, parce que quand même, dans le match 4, j'arrive à être devant à 2 minutes de la fin. Mais évidemment, quand on est devant à 2 minutes de la fin, mais que Kevin Durant commence à mettre des choses incroyables et que Stephen Curry nous met un shoot de l'espace, il est énorme son shoot à l'instant. Il est juste incroyable. Donc le match va être perdu un petit peu plus honorablement que les 2 précédents. Le verdict, c'est que Golden State
avec DeMarcus Cousins, c'est injouable. C'est injouable. Même si là on a encore été capable de faire un petit peu illusion. Bref, ils n'ont même pas eu besoin de shooter beaucoup à 3 points, c'est pour dire. MVP des finales, DeMarcus Cousins, ça fait plaisir par rapport à son horrible blessure. Et puis donc, les Warriors sont champions. Bah écoutez, tout ça est très très logique, et tout ça va nous amener à l'intersaison. Alors vous allez voir qu'à l'intersaison, j'ai fait des choses un petit peu particulières. On commence par les retraités, ça c'est très habituel. Les réunions de ligue, très très habituel, ouais je valide. J'ai envie qu'il y ait 13 All-Stars à la place de 12, pourquoi pas. Allez, c'est anecdotique. Ensuite, la draft va se dérouler avec un premier choix pour les New York Knicks. Ensuite, les Grizzlies qui du coup récupèrent leur pick qui sinon aurait été aux Celtics, donc les Celtics récupèrent celui d'après, celui de l'année d'après, et Clippers, Celtics via Sacramento. Bref, un ordre de draft qui est ce qu'il est. Je dis pas qu'il est super réaliste quand on voit les Nets qui prennent le 28e de Denver, si, non. C'est assez correct. C'est assez correct. Il y a peut-être juste les Spurs en 6e choix. Ça peut un petit peu choquer. Mais bon, ouais. Donc, d'accord. Ensuite, le staff. Nous, on a juste l'assistant GM à renouveler. Je vais choisir quelqu'un qui est, somme toute, assez correct, mais pas non plus le meilleur. J'en ai pas réellement besoin, en fait, pour le projet, là, qui est le mien. Ensuite, on va aller à la draft. À la draft, on va s'occuper manuellement de tout. Les New York Knicks, avec le premier choix, vont aller drafter le Canadien R.J. Barrett, le Dookie R.J. Barrett, membre du trio, le fameux trio avec Zion Williamson, qui lui va prendre la direction des Grizzlies. Tyus Battle va être en 3 par les Clippers, ok. Les Celtics vont aller chercher un intérieur, Naz Reid. Donc voilà, Langford aux Pels. Donc vous attendez pour les Spurs, ça va être Samanic. Série avec les Spurs oblige. Du côté, enfin, Cam Reddish. Enfin, on l'attendait, le troisième membre du trio, donc c'est lui. Il va aux Cavs. Le français Doumbouya va aller en terre connue avec Tony P et Nico Batum. Les Orlando Magic ont besoin d'un meneur, en voici un. Les Nets, pourquoi pas se renforcer à l'aile? Oui, ça peut être un bon choix. Du côté des Blazers, on va aller chercher un combo guard pour peut-être assurer une relève de McCollum. On verra ce que ça peut donner. Les Wizards vont aller chercher un gros pivot. Et les Pacers vont aller chercher se dénommer Little. Et les Suns, fidèles à leur légende, vont prendre un shooter à 3 points. Très bien. Ok. Donc on voit, je vous ai récapitulé là tout. J'ai la draft de Your Hanky Friend, hein, d'accord, celle qu'on trouve, celle qu'il a plus fréquemment téléchargée sur PC. Donc, je vous ai laissé les 15 premiers choix, les 14 premiers, on les a vus, comment dirais-je, progressivement. Voilà les 30 premiers, je les récapitule. Donc voilà, on peut noter par exemple un deuxième choix pour les Celtics, là, peu importe, tout ça est assez anecdotique. J'ai essayé de prendre des gens les moins pourris possibles. Et puis par contre après, les Bulls, eux, ils ont pas de rookie, hein, puisque le tour de draft, il était parti à Phoenix, hein, dans le cadre de l'échange qui nous avait amené Ariza et Jackson. Ok. Les options équipes. Mark Allen, Dunn, Jackson et le vilain Omer Azik qui accepte son horrible option à 12 millions. Bon, très bien. On va faire avec. On voit que les options traditionnelles ont été refusées par les uns et les autres. Pourquoi pas? Et puis, bon, maintenant, est-ce que je vais proposer la qualifying offer à Cameron Payne? Non, parce qu'on n'en veut pas. Et ça va être la folie qui va s'installer en NBA. C'est parti. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par un trade totalement incroyable. Ingram, Ball, plus des tours de draft contre Anthony Davis. Et oui, Anthony Davis rejoint donc les Lakers. Les Lakers qui font quand même un bon sacrifice en échange, mais Anthony Davis a martelé qu'il voulait aller là-bas. Je suis dans une réalité virtuelle, hein. Donc il y va. Bon, très bien. Kawhi Leonard, lui, va aller là où il a toujours dit qu'il voulait aller, c'est-à-dire à Los Angeles. Sauf que
Ne voulant pas jouer dans l'ombre de LeBron James, il va aux Clippers. Dans la foulée, les Knicks recrutent Kevin Durant. Kevin Durant qui trouve un gros marché et un défi à sa hauteur, aller former un Big Two, mais peut-être en fait un Big Three avec R.J. Barrett et Porzingis. Ensuite, les Sixers se disent, bon, nous on a un problème avec Fultz et puis Butler, bof quoi. Donc, on va faire quelque chose. On va bouger. On va envoyer Fultz à Orlando et on va récupérer Bill. Et puis il y a des échanges de tours de draft autour de tout ça qui font que chacun y trouve son compte. Voilà, chacun y trouve son compte. Les Wizards, pourquoi? Parce qu'ils doivent dégraisser pour reconstituer le duo Wall-Cousins, le duo évidemment d'université, puisque ces deux-là étaient ensemble à l'université. Donc Cousins, il veut aller jouer avec John Wall. Peut-être qu'au moins tous les deux, ils vont s'entendre. Mais du coup, les Nets, y a Jimmy Butler, tiens, Jimmy, écoutez, on va aller l'approcher, parce que les Nets, ils n'ont pas envie de rester de côté, ils vont essayer d'aller chercher Jimmy Butler. Mais Jimmy Butler, il s'entend très très bien avec quelqu'un. Remember Team USA, c'est Kyrie Irving, ils ont envie de jouer ensemble tous les deux, à New York en plus. Kyrie Irving va aller choisir les Nets pour aller avec son copain Jimmy Butler. Mais du coup, les Nets doivent un petit peu dégraisser. Il va falloir sacrifier, notamment en raison de la présence de ce salaire affreux de Allen Crabbe, qui a activé normalement son option, hein, c'est légitime. Donc on va faire de la place du côté des Nets. On va être obligé de faire de la place pour pouvoir signer 2 gros contrats. On va être obligé de sacrifier Dinwiddie et on a trouvé une équipe qui accepte d'absorber. Ce sont les Kings qui vont se retrouver avec un très bon backup meneur et avec un autre shooter en plus de Buddy Hield. Ça se tient. Les Hawks sont venus faire le troisième larron pour régler des petits détails. Mais du coup, il va falloir renoncer du côté des Nets à D'Angelo Russell. C'est bien dommage. D'Angelo Russell ne va pas rester seul bien longtemps. Les Pacers vont le récupérer. Les Pacers qui vont du coup se fabriquer leur Big Three. Dans la foulée, les Bucks, ils prennent panique, ils se disent ok, on va envoyer du gros contrat à Middleton. Parce que pas question qu'on soit les dindons de la farce avec ce renforcement à l'Est. Malcolm Brogdon, 5 ans, allez, réglé. 4+1 pour être précis. Et Bledsoe, allez, 3+1, c'est parti. Ben oui, il faut pas qu'on s'affaiblisse si on est les Bucks. Du côté des Pelicans, on va compléter le truc en proposant un joli contrat à Julius Randle. Plus tard, ils prendront également Mirotic pour finalement former un noyau assez sympa. Du côté des Celtics, on est obligé de répliquer. Puisque Kyrie Irving est parti, cette fois-ci c'est très clair. On va pouvoir miser sur Terry Rozier avec un long contrat. D-Wade évidemment reste à Miami. Hein, on va pas l'insulter ni insulter ni manquer de respect à D-Wade et au Miami Heat. Robin Lopez, alors on revient sur nos Bulls un peu. Robin Lopez va être prolongé en tant que vétéran. Trevor Ariza m'intéresse parce qu'il va pouvoir être le mentor particulier de Josh Jackson. Donc Trevor Ariza, j'en veux. Donc ce qui fait que Ariza va avoir re-signé ainsi que Robin Lopez. Ensuite, je me résous à prolonger Portis comme backup sur les postes 4 et 5 parce que je suis dans une optique de développement de joueurs. Je suis pas dans une optique d'aller chercher des stars, des superstars, puisque déjà, on voit bien que les superstars, elles sont déjà parties ailleurs. J'ai voulu rester un peu en réalisme. On va par contre jouer la corde sensible auprès de Derrick Rose pour lui demander de venir peut-être terminer sa carrière du côté des Bulls. Après tout, c'est là que ça avait commencé. Pourquoi pas reprendre la love story. Je vais prendre un vétéran particulièrement musculeux pour ce qui est du poste 4, parce que Markkanen a besoin de quelqu'un qui va lui montrer comment jouer du muscle, et aussi d'ailleurs, il va falloir le renforcer. De ce côté-là, on va s'en occuper. Mario Chalmers, lui, pour sa part, sera recruté pour chapeauter Zach LaVine. Voilà. Bon, c'est pas le même poste, mais vous allez voir la logique. J'y reviens juste après. Ensuite, les progressions sont super satisfaisantes. Même si après, du côté de nos vétérans, que ce soit Randolph, que ce soit Lopez,
ou que ce soit effectivement donc Randolph, Lopez, Baird, c'est normal, Chalmers, Azik, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Le petit Hutchison, ça m'intéresse, peut-être qu'il aura des minutes, hein, parce que c'est après tout, moi je l'ai vu jouer là depuis quelques temps, je le trouve très intéressant ce joueur. Il a une note qui est inférieure à ce qu'on peut voir en NBA actuellement. Euh, il est plus qu'intéressant, les Bulls ont raison de le faire jouer. On passe au camp d'entraînement, on en a que deux malheureusement. Alors les deux, on va les consommer comment? On va les consommer avec du potentiel inexploité pour Josh Jackson, qui va ainsi passer de potentiel 86 à potentiel 89. Et ensuite, le dernier camp, j'hésitais entre Mark Cannon et Wendell Carter Jr. Il se trouve que Carter Jr. il est plus jeune et Mark Cannon est plus proche de son potentiel. Donc je préfère consommer cette année le potentiel sur Mark Cannon et j'oublierai pas de le consommer l'année suivante sur Carter Jr. en fait. Voilà. Donc Mark Cannon du coup passe à 89. C'est excessivement intéressant pour un joueur de 22 ans qui est à 84 actuellement. Il y a moyen qu'il y monte vraiment, hein, qu'il aille tutoyer les 90. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est très intéressant pour nous. Allez, nouvelle saison. Nouvelle saison égale nouvelle rotation. La rotation va être faite pour tourner à 3 joueurs sur les postes 4 et 5. C'est ce que j'avais annoncé. Et pour également donner un petit peu de temps à D-Rose, hein, on va le respecter. Lopez, par contre, Randolph, ils sont là, et Chalmers sont là en tant que vétérans, ils ne jouent pas. Hein. Ils ne jouent pas a priori. Felicio non plus, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Voilà. L'idée, c'est que je veux avoir tout le temps Mark Cannon ou Lavine sur le terrain, parce que ce sont mes deux options offensives. Je vais rajouter un peu des systèmes. Je vais rajouter parce que à l'épisode 5, j'avais personnalisé le système en fait. Donc je vais rajouter du système que j'ai repéré par ailleurs. En l'occurrence, le Punch 5, là, dans l'épisode 9 des Spurs, je le détaille. Ça fait un certain temps que je l'ai repéré, il est très intéressant. On a des joueurs qui sont capables de jouer au poste bas et des gens qui sont capables de faire les appels, donc il faut l'exploiter. Ainsi que ce Punch 5 Hands Fist, tout. Et également le Punch 5 Through, dont je vous parlerai dans quelques temps avec une ou l'autre de mes équipes parce il est génial. Il est vraiment génial ce système. Donc voilà, je mise sur un jeu rapide où évidemment on a de la qualité à distance, donc les bons shoots avec les bonnes personnes s'il vous plaît. Les contre-attaques, chaque fois qu'on arrive à stopper défensif, faut-il y arriver. Et puis sinon, classiquement, poste bas, pick and roll, ok, c'est ça que je pense en tout cas. Après, pour ce qui est de l'entraînement individuel, bah, j'ai expliqué un peu ce que je pensais de l'entraînement individuel dans 2K19. J'applique mes principes. J'applique mes principes, donc je vais pas développer plus. Il y a des épisodes qui sont dédiés à ça. Chris Dunn va être juste. Bah, je prends un exemple quand même. Je vais récupérer le programme d'entraînement Combo Guard Lonzo là et je vais lui appliquer puisque c'est pas le même profil exactement de joueur, mais c'est quand même pas si éloigné, c'est-à-dire que ça manque peut-être de scoring et par contre c'est déjà pas mal en défense, hein, donc voilà. Le mentorat, très important. Je vous avais annoncé que j'avais des gens que j'ai recrutés pile pour être les mentors. En l'occurrence, Chalmers est chargé de faire de Lavine un meilleur défenseur. Si on pouvait développer 2-3 insignes, ça m'arrangerait. Idem pour Randolph, ainsi qu'un côté un peu plus, vous voyez, costaud là. Le costaud m'intéresse beaucoup. Le costaud qu'on va d'ailleurs aussi essayer de transmettre à Wendell Carter Jr. via Robin Lopez, spécialiste du pick and roll, hein, c'est hyper important, le rebond, bref. On est sur des choses dont j'espère qu'elles porteront leurs fruits. C'est pour ça que j'ai pris des contrats de 1+1, voire même 2 ans pour mes vétérans. C'est parce que l'insigne, il apparaît pas forcément au bout d'une année. Donc au pire, tant pis, je les prolonge les vétérans juste pour que le mentorat puisse perdurer. Donc on va être dans une conférence S qui est difficile, avec une équipe à développer. Il ne faut pas s'attendre à jouer la finale NBA cette année. C'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu que la partie soit difficile, avec finalement une situation assez équilibrée à l'Est, assez équilibrée avec voilà, Sixers, Knicks,
qui ont tous les deux un Big Three, les Nets qui sont pas mal du tout avec leur duo, les Celtics qui restent une place forte, le duo Cousins-Wall entouré de quelques bons joueurs du côté des Wizards, faut voir ce que ça peut donner, le Big Three aussi du côté des Pacers, et une équipe qu'on n'oublie pas, c'est les Bucks, qui sont loin de s'être affaiblis puisque j'ai prolongé exactement chaque joueur. On joue la continuité du côté des Bucks, donc ça va être un peu explosif du côté de l'Est. Bah ouf, ça manquait en NBA, hein, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ensuite, du côté de l'Ouest, fatalement, il y a un petit rééquilibrage puisque les Lakers avec Anthony Davis, c'est pas vraiment la même histoire. Vous ajoutez Kawhi Leonard du côté des Clippers, ça va faire déjà du côté de Los Angeles deux équipes qui peuvent réellement prétendre minimum à la demi-finale de conf. Ensuite, il y a beaucoup d'autres équipes que j'ai soit renforcées, soit au moins maintenues, mais qui vont déjà progresser de par la progression de leurs joueurs jeunes. Je pense aux Kings, aux Suns, etc. Finalement, les Warriors sont un peu les perdants de l'histoire. Pourquoi est-ce que je dis que c'est inéluctable? Mais est-ce vraiment inéluctable? On peut un peu en débattre, parce que actuellement, on voit qu'avec le retour de DeMarcus Cousins, le mec multiplie les déclarations d'amour du côté des Warriors. Peut-être qu'il serait capable de rester pour un tout petit salaire. Oui, mais ça, dans tout cas, ça n'existe pas. Cousins, il serait parti pour aller prendre un contrat max ailleurs. C'est pour ça que c'était inéluctable de le faire partir des Warriors. Après, le choix, c'est plutôt que Kevin Durant soit allé aux Knicks. Mais ça aussi, ça obéit à une certaine logique. Voilà, donc j'ai voulu scénariser un peu cette partie. Je vous dis rendez-vous à partir de l'épisode 10 pour le développement de cette jeune équipe des Bulls, entourée de toute cette adversité. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye bye.